C'est toujours un plaisir de venir dans votre magnifique pays et d'échanger avec les collègues marocains, néphrologues ou cardiologues, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises aussi. Donc le sujet aujourd'hui, effectivement, c'est la polykystose rénale autosomique dominante. Alors on va parler d'actualité, je vais vous présenter les actualités des dernières années qui aujourd'hui impactent sur notre pratique de la prise en charge des patients qui ont une polykystose et qui ont été intégrées dans les recommandations KDIGO qui ont été publiées en janvier de cette année. Alors on suit tous dans la salle de très nombreux patients qui ont des néphropathies kystiques et la question qu'il faut évidemment se poser avant de savoir quelle est la prise en charge spécifique de patients qui ont une polykystose, c'est est-ce que mon patient qui a une néphropathie kystique a réellement une polykystose rénale autosomique dominante du type PKD1 ou PKD2 ou est-ce qu'il a une autre néphropathie kystique? Et je trouve que ce raisonnement, on ne le fait pas forcément, notamment dans les cas un peu borderline, et il a été, je trouve, très bien résumé dans ce papier écrit par Fouad Chebib il y a quelques semaines dans le JAMA. Comment est-ce qu'on raisonne devant ces patients? Il y a deux choses qui sont essentielles, qui sont très faciles à avoir dans la pratique. C'est un, une imagerie, et deux, l'anamnèse familiale. Est-ce que dans la famille, on a ou on n'a pas une néphropathie kystique? Donc si vous prenez ces éléments-là, il y a des situations qui sont faciles. La situation évidente pour tous, c'est mon patient a des antécédents familiaux de néphropathie kystique et d'insuffisance rénale, et il a des gros reins, ou alors il a des kystes à un âge jeune. On est dans ce cas-là dans un contexte de PKD typique. Ou alors, c'est un patient qui n'a pas d'antécédents familiaux, mais qui d'emblée a des gros reins avec de multiples kystes de taille relativement homogène. Ces gros reins font plus de 15-16 cm. On est devant une polykystose de novo, c'est-à-dire qui est apparue chez ce patient-là, ou alors on n'a simplement pas d'histoire familiale. Ça, c'est simple. Mais ça devient un peu plus compliqué, et on ne parle plus forcément de polykystose PKD1, PKD2 dans ces cas-là, chez les patients qui ont une histoire familiale, mais où les kystes ne sont pas typiques. C'est-à-dire que vous avez des très gros kystes qui vont prendre tout le volume, mais pas tant que ça de kystes, ou alors vous avez des reins qui sont avec plein de kystes, mais qui sont plus petits. Là, ça doit attirer l'attention sur le fait qu'on n'est pas devant une PKD typique de type PKD1, PKD2, et c'est vraiment des patients chez lesquels, quand on a accès à ça, la génétique va vous renseigner. Vraiment, ça a beaucoup progressé dans les dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a des techniques génétiques qui ont évolué, mais aussi et surtout parce que les équipes se sont structurées pour avoir des réseaux avec des cohortes de patients, notamment la cohorte GenKyst dans l'ouest de la France, où on arrive à mieux typer les patients et à déterminer quel est le gène et donc quels sont les mécanismes en jeu pour la néphropathie kystique. Donc le message pratique, c'est attention, si vous avez des patients qui ont ce type de profil avec des gros kystes qui prennent toute la place ou alors des reins plus petits multikystiques, ce n'est pas forcément des polykystoses de type PKD1. En général, c'est même pas ça. Et d'autres gènes vont pouvoir être mis en évidence. Et puis vous avez des formes qui sont à la frontière de la polykystose rénale autosomique dominante, ce qu'on appelle les ADTKD, qui sont des formes plutôt de type néphropathie tubulo-interstitielle chronique familiale, avec des kystes souvent. Donc ces patients-là ont aussi des causes génétiques différentes. Je ne rentre évidemment pas dans le détail dans le cadre de cette courte revue. Vous avez des formes de néphropathie qui sont associées à des kystes hépatiques prédominants, et puis des pathologies, notamment des pathologies récessives dans les endroits où la consanguinité est importante, qui peuvent faire des néphropathies kystiques de type certaines ciliopathies que l'on peut rencontrer en France et dans le Maghreb aussi, et qui, évidemment, n'ont pas une prise en charge qui est équivalente à celle de la polykystose rénale autosomique dominante. Donc, première chose, bien avoir en tête ça, et c'est ce qui a été souligné notamment dans les dernières KDIGO. Une fois que votre patient, vous savez qu'il ou elle a une polykystose rénale autosomique dominante, un des éléments importants, c'est comment est-ce que ça va évoluer. C'est important pour informer le patient, pour lui donner des perspectives d'évolution, et deux, pour ajuster la prise en charge. Et ici, vous avez le schéma des KDIGO qui reprend les facteurs de progression, et je vous ai mis à côté ce qui est le plus important et le plus facile à avoir finalement en pratique. Vous avez évidemment des facteurs de risque classiques dans toutes les néphropathies qui vont impacter l'évolution, les facteurs de risque cardiovasculaires et le DFG de base. Dans la polykystose, les éléments que l'on connaît bien depuis longtemps, ce sont le fait qu'il y ait eu des événements urologiques, une hématurie, des infections kystiques, des événements lithiasiques. Ça va impacter le pronostic, je vais vous dire après dans quelle mesure. Et puis l'imagerie rénale. Plus le patient a un volume rénal total, ce qu'on appelle le TKV élevé, et plus il va avoir une progression de son insuffisance rénale qui va être rapide.
Et enfin, vous avez la génétique. Soit vous avez accès à la génétique du patient, soit l'interrogatoire familial va vous renseigner sur le fait que ce sont dans cette famille des gens qui arrivent vers l'insuffisance rénale dite terminale à un âge précoce, avant 65 ans, voire avant 60 ans pour les polykystoses les plus fréquentes, PKD1. Ça peut être intégré de façon assez précise. Dans le cadre d'un score pronostic, vous avez ici deux approches différentes, mais qui sont complémentaires pour évaluer le pronostic d'un patient. La première, elle se base sur l'imagerie. Je vous ai dit que plus les reins étaient volumineux, et plus le pronostic était mauvais pour les patients. Et donc, l'équipe de la Mayo Clinic aux États-Unis a mis en place un score que vous pouvez trouver facilement. Vous tapez sur Google Mayo Imaging Classification et ADPKD, et vous allez pouvoir, avec les dimensions des reins sur l'IRM ou sur le scanner, calculer en fonction de l'âge quelle est la classe des patients. Donc, c'est les classes qu'on appelle Mayo 1A, 1B, 1C, 1D ou 1E. Et ça va être associé au pronostic rénal. Le deuxième élément pronostic, ça fait écho à ce que je vous disais juste avant, ce sont les éléments cliniques. Est-ce que le patient ou la patiente a eu des événements urologiques? Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle précoce? Quel est son sexe? Et ça, l'équipe de Brest a établi il y a une dizaine d'années déjà le score ProPKD qui intègre ces éléments qui vont se pondérer et donner un score qui va vous donner une indication assez intéressante sur l'évolution, surtout si vous avez la génétique associée, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas chez nos patients. Et ça correspond à des profils génétiques différents. Vous voyez, le profil qui est le plus évolutif, ce sont les patients qui ont des mutations du gène PKD1, avec deux types de mutations, les mutations troncantes qui donnent une absence d'expression du gène et d'autres mutations non troncantes qui vont moins altérer l'expression de PKD1, les PKD2 qui ont un phénotype intermédiaire, et puis les autres qui sont finalement à la frontière de la polykystose, avec des gènes qui ont été récemment mis en évidence, GANAB et plus récemment IFT 140 notamment, mais on arrive à plus d'une dizaine de gènes qui rentrent dans ce phénotype de progresseur lent. Ça va impacter votre prise en charge, parce que l'objectif dans la polykystose, l'objectif premier pour le néphrologue, c'est la néphroprotection. Et on reste quand même aujourd'hui assez pauvre en termes de mesures de néphroprotection. Vous avez les mesures de néphroprotection générales, telles qu'on les applique à tous nos patients qui ont une insuffisance rénale chronique, qui sont en partie reprises ici dans cette figure des KDIGO, qui montrent bien l'évolution à la fois du volume et de la dégradation progressive de la fonction rénale. Donc toutes ces mesures hygiéno-diététiques, on ne va évidemment pas rentrer dans les détails. Je vais vous parler après de la pression artérielle, qui doit absolument être bien contrôlée dans la polykystose pour différentes raisons, et notamment pour la néphroprotection. Et puis, vous avez des traitements spécifiques, et notamment le tolvaptan. Comment est-ce qu'on développe des traitements spécifiques dans la polykystose? On se base, comme dans toutes les néphropathies, sur la physiopathologie de la maladie. Donc, sans rentrer dans des détails complexes, qu'est-ce qu'on peut résumer aujourd'hui de la physiopathologie de la polykystose rénale autosomique dominante? Il y a deux protéines qui sont essentielles, ce sont les polycystines 1 et les polycystines 2, qui, dans la cellule épithéliale tubulaire, sont notamment exprimées au niveau du cil. Vous savez, c'est cette structure qui ressent le flux urinaire à la face toute apicale. Quand vous avez une mutation, une anomalie d'expression de l'une ou de l'autre de ces protéines, eh bien, ça va altérer un certain nombre de mécanismes de signalisation intracellulaire. La cellule va proliférer, ça va générer un kyste, et on va avoir du fluide qui va être transmis dans le kyste, qui va le faire gonfler avec le temps. Et donc ces polycystines, évidemment, sont au cœur de la physiopathologie, mais toutes les modifications intracellulaires de signalisation vont aussi pouvoir être des cibles de la prise en charge thérapeutique. On ne va pas rentrer dans chacune de ces cibles, mais celle qui est la plus connue aujourd'hui et celle pour laquelle on a le plus d'études, c'est la voie de l'AMP cyclique, et notamment celle qui est modulée par l'expression, vous voyez en bas, par l'activation par le récepteur V2 de la vasopressine, là où va se fixer la vasopressine, c'est-à-dire l'ADH. Et donc on a un traitement qui est le tolvaptan, qui fait partie ici des recommandations KDIGO, qui est recommandé chez les patients qui ont un DFG à plus de 25 ml et qui sont à haut risque de progression. C'est pour ça aussi que je vous ai donné avant quels étaient les critères qui disent que les patients sont à haut risque de progression. Les autres mesures qui sont recommandées par les KDIGO, ce sont les mesures d'augmenter les apports en eau. Je vous dirai un peu quel est le rationnel de cela et qu'est-ce qu'on peut en tirer de façon objective. Et les dernières KDIGO, compte tenu des études qui ont été réalisées sur certaines de ces voies cellulaires d'activation, ne recommandent pas pour la néphroprotection les inhibiteurs de mTOR et la metformine notamment. Donc on veut bloquer cet AMP cyclique, qui est un facteur important de la cystogenèse.
Et donc pour bloquer l'AMP cyclique, cet ADH, vous avez deux façons théoriques. Soit vous bloquez son action sur le récepteur V2 de l'ADH, soit vous dites au patient de boire, parce que si vous buvez beaucoup, eh bien vous mettez au repos votre ADH, dont l'objectif est de garder l'eau. Et donc on a des éléments assez objectifs aujourd'hui pour savoir quel est l'impact de ces deux stratégies. Pour faire simple, le tolvaptan, lui, a démontré un effet sur l'évolution du volume kystique et un effet modeste, mais un effet quand même, sur l'évolution du DFG, alors que faire boire plus d'eau, c'est très difficile. Il y a une étude qui a étudié ça et qui a montré que même si vous mettez des gens dans un essai randomisé en essayant de les faire boire, la quantité qui est bue plus que dans le groupe placebo n'est pas énorme. Et en tout cas, l'effet sur les deux critères qui sont la baisse du volume rénal total, le TKV qui est là, et le DFG, était neutre. Alors la néphroprotection, pour nous tous aujourd'hui, c'est en grande partie les inhibiteurs de SGLT2. Et une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans la polykystose ? Eh bien, les KDIGO disent que ça ne devrait pas être utilisé dans la polykystose, mais qu'il faut faire des études pour répondre à cette question. Alors pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'en fait, ces patients-là ne sont pas dans les grandes études. EMPA-Kidney, DAPA-CKD, CANVAS, toutes les crédences, toutes les études qui ont été faites sur les inhibiteurs de SGLT2 ont exclu les patients polykystiques. Pourquoi ? Parce que vous avez des modèles murins, des modèles animaux transgéniques de maladies kystiques rénales dans lesquels ces traitements ont été utilisés. Et certains de ces modèles ont montré qu'il pouvait y avoir une augmentation de la cystogenèse et ou une altération de la fonction rénale. Mais vous voyez que ce n'est pas si clair que ça. En tout cas, les labos n'ont pas pris le risque d'inclure les patients polykystiques dans leurs études pour cette raison-là. Et pourtant, on a des raisons de penser que la balance bénéfice-risque chez les patients polykystiques, maintenant que l'on sait les effets bénéfiques chez les autres patients, pourrait être très favorable. Sans rentrer dans les détails, vous avez plusieurs mécanismes physiopathes qui pourraient être utiles spécifiquement dans la polykystose pour cette classe thérapeutique. Et donc il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines, faite au Japon, mais sur un très petit groupe de patients, qui a comparé DAPA versus un contrôle avec deux phases. Globalement, cette étude suggère que ça pourrait être bénéfique, mais en fait, c'est une étude sur peu de patients, avec des critères d'évolution qui sont assez discutables. En tout cas, c'est une étude qui montre qu'il y aura probablement une certaine sécurité d'action, mais on ne peut pas en tirer grand-chose. Ce qu'il faut, c'est des études plus larges, et donc avec l'équipe de Brest, nous avons designé un PHRC, un projet de recherche clinique en France, qui devrait débuter dans 1 an et demi à peu près, et qui inclura 400 patients randomisés dapagliflozine versus placebo pour savoir si ça fait des effets positifs ou pas dans la polykystose avec un critère primaire qui sera le volume rénal total. Et une équipe allemande a le même sur 3 ans avec le DFG comme critère principal. Donc ça permettra probablement de répondre à cette question importante. L'atteinte de la polykystose, vous savez, c'est une maladie systémique. On a aussi une atteinte vasculaire. Et cette atteinte vasculaire, elle se caractérise par une hypertension artérielle et par des anévrismes artériels intracrâniens. Alors quoi de neuf dans ces domaines sur les dernières années ? Eh bien, l'hypertension artérielle, qui est très fréquente, ça représente déjà 1/3 des adolescents qui ont la polykystose, elle est considérée classiquement comme étant liée à la conséquence de l'activation du système rénine-angiotensine par les kystes qui vont progresser dans le rein, qui vont progressivement étouffer, créer une ischémie rénale qui va activer la rénine. C'est pour ça que les bloqueurs du système rénine-angiotensine sont au premier plan. Mais il y a un autre mécanisme dans lequel on a contribué à montrer qu'il était très important dans l'HTA de la polykystose. C'est un mécanisme qui est lié au fait que ces polycystines sont exprimées sur les cils. Vous avez ici une cellule épithéliale et elles ressentent le flux urinaire. Mais elles sont aussi sur les cellules endothéliales dans les vaisseaux. Et là, en fait, elles ressentent le flux sanguin. Et donc, on s'est demandé si, finalement, ces polycystines mutées, elles ne pourraient pas impacter la façon dont les vaisseaux répondent aux variations de shear stress, ces contraintes de cisaillement dans les vaisseaux, qui sont tout à fait physiologiques. Donc, on avait montré, il y a une dizaine d'années, chez des patients polykystiques, en regardant comment réagissaient leurs artères, des patients jeunes qui n'avaient pas encore d'insuffisance rénale ni de facteur de risque cardiovasculaire, comment réagissaient leurs artères à des variations de flux sanguin. Pour faire simple, il y a une altération de la réponse dilatatrice normale des vaisseaux chez les patients qui ont la polykystose, qui traduit une dysfonction endothéliale. On est allé un peu plus loin chez les souris en leur créant ce qu'on pourrait appeler une polykystose juste de l'endothélium pour vérifier cette hypothèse. Et vous voyez chez ces souris polykystiques que dans l'endothélium, qui n'ont pas de kyste, qu'elles ont une dysfonction endothéliale, ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite. Elles ont aussi une hypertension artérielle, que vous la mesurez de façon simple ou que vous la mesuriez de façon invasive. Et donc, la polykystose s'associe à une dysfonction endothéliale qui est responsable par elle-même
de l'hypertension artérielle, et ce, indépendamment de l'insuffisance rénale. Donc finalement, dans l'HTA de la polykystose, aujourd'hui, comment est-ce qu'on la comprend? Eh bien, cette activation du système rénine-angiotensine qui est bien sûr au premier plan, et la dysfonction endothéliale qui est précoce dans la maladie et qui explique probablement pourquoi les jeunes qui ont une polykystose ont très souvent une hypertension artérielle. Et ça fait partie des recommandations, c'est de surveiller au moins annuellement la pression artérielle chez les enfants, les ados et les jeunes adultes qui ont la polykystose. C'est probablement là l'explication à ce phénotype. Et donc les KDIGO se sont positionnés sur comment traiter l'hypertension artérielle. Et voici la recommandation principale dans les KDIGO, c'est que pour les patients qui sont jeunes, donc moins de 50 ans, et qui ont des stades peu évolués de la maladie rénale, stade 1 et stade 2, s'ils sont hypertendus, il faudrait viser une cible de pression artérielle très basse, en dessous de 110-75. C'est assez discutable, mais c'est ce qui a été proposé parce qu'on a un grand essai qui s'appelle HALT-PKD qui a démontré que dans cette population, avec des bloqueurs du SRA, on arrivait à améliorer le devenir, mais sur des critères de volume rénal, pas des critères durs, comme on a dans toutes les études d'HTA. Ce n'est pas de la mortalité, ce n'est pas des événements cardiovasculaires, c'est la variation du volume rénal total. Eh bien, si j'essaye d'intégrer les KDIGO aujourd'hui telles qu'elles ont été proposées, eh bien, les patients jeunes qui ont peu d'insuffisance rénale, qui sont hypertendus, il faudrait viser une cible de pression artérielle en dessous de 110-75. Le message, en gros, c'est s'ils tolèrent bien, tirer aussi bas que possible chez ces patients-là. Et les autres patients, globalement, les KDIGO ont gardé les recommandations de l'insuffisance rénale chronique, qui sont déjà, je pense, assez strictes, qui se basent sur l'étude SPRINT, et qui disent de viser une systolique inférieure à 120 si c'est toléré. La première classe à utiliser pour traiter l'HTA, c'est les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les IEC ou les ARA2. Et ce qui n'est pas codifié dans la polykystose, c'est qu'est-ce qu'on doit utiliser en deuxième ligne. Les diurétiques, on se pose la question de savoir s'ils ne vont pas activer l'ADH et donc activer un peu la cystogenèse. Et les inhibiteurs calciques, il y a aussi des éléments assez ténus quand même pour penser que potentiellement ça pourrait modifier la cystogenèse en activant la signalisation dans la cellule épithéliale tubulaire. Et donc aujourd'hui, dans l'attente d'études supplémentaires, on considère que ces deux classes sont à peu près équivalentes pour la deuxième ligne. Et que les patients sous tolvaptan, on est un peu plus méfiant sur la prescription de diurétiques qui pourraient potentialiser les effets, quoique ce ne soit pas si simple que ça. Les bêta-bloquants pourraient avoir un intérêt aussi dans la polykystose. Vous savez que selon les recommandations HTA, ils sont plus ou moins positionnés en complément de la trithérapie en première ligne ou pas pour les patients qui ont des HTA qui le nécessitent. L'HTA résistante dans la polykystose, elle est rare. Elle arrive quand l'insuffisance rénale elle est évoluée ou quand on a d'autres causes. Et dans ce cas-là, il faut se méfier notamment de l'hyperaldostéronisme primaire qui a autant le droit d'arriver chez les patients polykystiques que chez les autres. L'attente vasculaire, c'est aussi les anévrismes. Donc juste une petite photo de la mise à jour de ce qu'est le risque d'anévrisme dans la patientèle de personnes qui ont une polykystose. En gros, quand vous faites des dépistages, c'est 12% des patients qui vont avoir des anévrismes dans la polykystose par rapport à 2-3% dans la population générale. Mais le risque de rupture est relativement faible. Vous voyez, 0,57 patients pour 1000 années. Et donc, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est de faire un dépistage d'anévrisme artériel intracrânien chez les patients qui ont une histoire personnelle ou familiale ou qui ont notamment des populations à risque avec des métiers qui sont particulièrement exposés. Un message, c'est que le dépistage de choix, c'est l'IRM sans injection de produits de contraste, ce qu'on appelle l'IRM 3D TOF. Vous n'avez pas besoin d'injecter de gadolinium. Et si vous n'avez pas accès à cette modalité-là, l'angioscanner permet de répondre à la question également. Enfin, dernière chose, un mot sur la grossesse dans la polykystose. Les KDIGO se sont positionnés là-dessus. 4 messages. Le premier, anticiper la grossesse avec vos patients, et avec leurs conjoints, pour adapter le traitement, les bloqueurs du SRA, le tolvaptan, qui ne vont pas être souhaitables évidemment pendant la grossesse, pour les informer du risque de transmission de 50% dans une polykystose rénale autosomique dominante, pour savoir surveiller les choses avec elles pendant la grossesse. Il y a un surrisque modéré de prééclampsie dans la polykystose qui justifie une surveillance au moins mensuelle. Enfin, en gros, l'idéal, c'est quand même de donner aux patientes un appareil d'automesure pour qu'elles puissent se surveiller de façon un peu plus avancée quand la grossesse progresse, avec une surveillance du rapport protéinurie sur créatinurie
ou du RAC. Et la nouveauté, entre guillemets, c'est l'aspirine. Il est recommandé aujourd'hui d'instaurer de l'aspirine à partir de la 12e semaine à 100 mg par jour dans la polykystose. En synthèse, qu'est-ce qu'on retient en 2025? Plein de choses. 1. Méfiez-vous des maladies kystiques qui ne sont pas des polykystoses. La génétique peut aider quand on y a accès. 2. Pensez au pronostic. Informez vos patients avec les outils que vous avez à disposition. Et ça va vous servir pour la néphroprotection. Est-ce que les patients sont ou pas éligibles au tolvaptan? Est-ce qu'ils doivent ou pas avoir une prise en charge intensive de leur hypertension artérielle? Les anévrismes, informez les patients. Est-ce qu'ils veulent le dépistage? Si oui, l'examen de choix, c'est l'IRM 3 d'étoffe. Et quand elles sont enceintes, pensez à l'aspirine et à la surveillance du risque de prééclampsie. Je vous remercie.